En fait, lorsque on se lance dans le trading, il y a quelque chose qui va se passer dès le départ. On se fixe un objectif. Cet objectif, généralement, c'est commencer à gagner de l'argent. Lorsque l'on passe donc des années, des mois à construire donc son succès petit à petit, on navigue d'une stratégie à une autre, d'une méthode à une autre, et petit à petit, on va prendre des bouts de stratégie et on va réussir à faire quelque chose qu'on arrive à répéter suffisamment de fois pour atteindre ses premiers succès. Mais ce qu'on ne comprend pas à ce moment-là, c'est que on va pouvoir atteindre ce premier succès alors que ce succès, c'est le début de notre échec. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on atteint justement cette ligne d'arrivée, on se fixe. Une fois qu'on atteint ce payout, je ne vais pas revenir sur la difficulté que c'est d'atteindre ne serait-ce que ce premier payout, mais on se dit, pouf, on souffle, ça y est, c'est le moment, tous mes efforts ont enfin fini par payer, je vais pouvoir enfin vivre du trading. Et c'est là où on fait notre plus grosse erreur, c'est qu'on baisse nos efforts généralement à ce moment-là. On entre dans un état de laxisme. On arrête de traquer ses données, ses performances, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui a fait que ça marche, qu'est-ce qui a fait que ça marche pas. Et on oublie une métrique très importante, très 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 importante, qui est la chance. On est capable d'avoir de la chance. On peut jeter une pièce en l'air tellement de fois à la suite qu'au bout d'un moment, on va tomber sur une série de victoires. Si je fais un pile ou face 100 fois de suite, eh bien, il y a peut-être un moment où je vais tomber sur pile 5, 6, 7, 8 fois de suite. Si je le fais 1000 fois de suite, il y a peut-être un moment où je vais enchaîner 20 victoires. Et ces 20 victoires, malheureusement, c'est parfois ceux qui nous emmènent à cette ligne d'arrivée. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? On prend de l'ego, on se dit c'est le moment, et là, on n'y arrive plus. Et on se pose cette question. Pourquoi je régresse alors que j'avais enfin atteint mon objectif? J'avais enfin atteint ce moment où tout était censé changer pour moi. Eh bien, en fait, ça, c'est à cause de l'illusion de niveau et le fait qu'on a un manque de structure dans notre approche du trading. Eh ouais, c'est pas parce que tu as validé une suite de trades que tu as créé un système. Et c'est là où le vrai brouillard commence. Car la vraie ligne d'arrivée, c'est pas celle que l'on pensait. Finalement, cette ligne d'arrivée que j'ai représentée ici par un finish, bah, ça serait au contraire un checkpoint. Il serait judicieux même d'inverser les deux. Pourquoi? Car on va entrer dans un état de confusion mentale. On va ensuite essayer de refaire ce qu'on a déjà réussi à faire. J'ai des élèves qui ont eu des périodes très belles, 4, 5, 6, 7 périodes de suite. Ça a commencé à prendre des multiples comptes, commencer à prendre des trades copieurs, faire plein de choses. Et un jour, tout s'écroule. Et lorsque tout s'écroule, c'est là que je pourrais dire ce que tu pensais avoir, mais que tu n'avais pas. C'était un système. C'est à ce moment-là où tu t'en rends compte. Et c'est à ce moment-là aussi où la vraie partie d'échec avec soi-même commence. C'est là où tu dois te regarder dans le miroir. C'est là où tu dois reprendre tes notes. Tu dois revenir consolider tout ce que tu pensais comprendre. Comme je le disais un peu plus tôt, les trades gagnants ne sont pas un système. Les trades gagnants ne sont pas un système. Et du coup, si les trades gagnants ne sont pas un système, la question à se poser, c'est qu'est-ce qu'on fait après une victoire? Alors, quand je dis une victoire, je parle par exemple
d'un premier retrait. Donc, posons-nous cette question. Moi, personnellement, Ouais. Ouais. moi, personnellement, après une victoire, une série de victoires, j'essaie déjà de rester très, ne pas être trop euphorique, parce que voilà, je sais Ok. très bien que, comme on le dit, c'est pas parce qu'on arrive à faire quelques payouts que ça y est, on est rentable pour toute une vie, quoi. Mais bon, en général, j'essaie de regarder, de noter un peu ce qui a été, ce qui n'a pas été. Ok. Et alors, je prends note et j'essaie de rester. Pour moi, le plus important, c'est la régularité, quoi. Maintenant, voilà, maintenant, j'arrive à faire depuis 2 ans régulièrement des payouts, mais je sens qu'il me manque encore. Moi, pour moi, je resterai toujours un élève en trading. J'aurai toujours quelque chose de nouveau à apprendre et le marché aura toujours quelque chose à me faire découvrir de nouveau. Ok. Maintenant, regarde, j'ai une question à te poser. Dis-moi. Ça fait 2 ans que tu fais des payouts. Est-ce que, après ton premier payout, tu as réussi à maintenir directement ton rythme de gain? Non, clairement, non, non, non. Parce que comme tu l'as très bien expliqué, on, on se dit, ça y est, on y est arrivé une fois, et j'en connais beaucoup, hein, j'en connais vraiment beaucoup qui sont arrivés pendant quelques mois, et puis du jour au lendemain, plus moyen. Ils ont perdu toute leur capacité dans mon cas personnel, pas vraiment, mais j'ai des amis là, ils m'ont expliqué, ils savent pas pourquoi, ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi, ils me disent, c'est incroyable, j'ai fait des payouts pendant des mois, et maintenant, j'ai même à valider des challenges, je n'y arrive Donc, Amdi disait rester humble, garder la tête sur les épaules, pas d'euphorie, ni d'auto-sabotage. Ok, donc ça, c'est des choses que l'on peut faire. Ok, qu'est-ce qu'il ne faut, du coup, pas faire, à contrario? augmenter ces tailles de contrat, par exemple. Ouais, euh, je vais écrire Cello vu que c'est plus Oui, oui. universel, mais on se comprend. Ok, est-ce qu'il y a d'autres choses qui, par péché d'orgueil, vont faire que les gens vont tomber dans un trou, dans une abysse, duquel ils vont avoir du mal à remonter? Peut-être faire de l'overtrading, quoi, de, Ok. de vouloir trader plus qu'il n'en faut. Ok, oui, c'est un comportement que certains apprennent. Ils se disent, bah, comme j'ai réussi, maintenant je gère, donc je peux trader plus. Ne pas aller trop vite. Nous dit Amélie, ne pas aller Ça, vite. c'était vraiment pour moi un gros problème à mes débuts. Ok, Je voulais tout le temps prendre des positions, je voulais prendre chaque mouvement, je voulais essayer de prendre chaque jambe. ok. Et au final, non, il fallait que j'attende des zones plus importantes. Mais je pense qu'il y a, pour beaucoup de personnes aussi, c'est par rapport à leur emploi du temps. Souvent, moi, je me rappelle aussi que moi, je travaille en 4 pauses au Luxembourg. Et je me disais, Mhm. ça y est, je suis devant mon ordinateur. Maintenant, je dois prendre quelque chose parce que j'ai, par exemple, 2 heures devant moi et je dois prendre quelque chose maintenant. Mais en réalité, non. En réalité, le marché n'a pas toujours quelque chose à nous offrir. Exact. Ça, c'est très, très juste. Le marché n'a pas toujours quelque chose à nous offrir. Et justement, on a tendance à penser que, bah, par péché d'orgueil, je le disais, comme on maîtrise, bah maintenant, chaque mouvement, c'est une nouvelle opportunité de gagner. On ne va pas accepter que, ok, j'ai eu de la chance, peut-être que j'ai marché sur l'eau pendant 2 semaines, 2 mois, 3 mois, 4 mois, et maintenant, tout d'un coup, je n'y arrive plus. Non, ça, on ne l'accepte pas. Donc, on va se dire, je vais réussir à le faire marcher. Je suis plus fort que le marché. Et le marché, il adore les gens qui sont dans la vengeance. Exactement. Finalement, s'il y a une chose, pour moi, une chose clé qui représente l'après payout,
ou l'après-victoire, c'est de ne pas accélérer. Effectivement, ne pas aller trop vite. Ouais. Essayer ne serait-ce que de garder le même rythme. Ça doit être l'objectif principal, vraiment. Parce que à partir du moment où l'on accélère, on a perdu. Je vais imaginer ça avec un coureur de marathon. Est-ce que un marathonien, dès lors qu'il prend la tête de la course, il se met à sprinter? Bien sûr que non. On se met pas à sprinter n'importe quand, n'importe comment. On attend d'être stable, de voir son objectif, d'avoir passé 95% de la course. Et là, on accélère. On peut augmenter le rythme parfois quand on fait de la course à pied, mais on ne sprinte pas par la même occasion. Donc toutes les personnes qui se disent, parce que j'ai pris un payout, ça y est, maintenant, je vais prendre deux, trois comptes, surtout que maintenant que les profils c'est à la mode, je vais prendre deux, trois comptes, et en plus je vais prendre un trait de copieur, c'est mort. C'est très dangereux, hein. Ben oui, c'est la formule pour l'échec. Et un échec qui, d'autant plus, va faire qu'on va perdre tout son revenu, on va perdre la confiance, et ça sera désormais beaucoup plus dur de remonter. Et c'est justement, c'est là, c'est souvent après le payout, même quand on est bon, que tout peut basculer. On peut passer de résultats plus que satisfaisants, même quand on ne traite pas beaucoup, à je fais n'importe quoi, à je crame mon compte. Par exemple, ça, c'est un de mes rapports sur un comment ça s'appelle? Un compte. Et ce qu'on voit, c'est que au début, je fais un trade, un deuxième trade. Là, on a une journée un peu plus grosse pour pas forcément plus d'argent. OK. 10 trades. Alors, quand on dit 10 trades, bah, des fois, ça dépend si on a tradé en micro, en mini. OK. Ça a un impact sur le nombre de trades affichés. Mais quand même, 4 trades. Journée perdante, 10 trades. Journée ultra perdante, 25 trades. À partir du moment où on arrête d'accepter que l'on est en capacité de faire des erreurs, c'est perdu. Et moi, la chance que j'ai, c'est que des comptes, j'en ai des multiples. Ça veut dire que là, quand un jour je pète un câble et je me dis, ouf, allez, j'accepte pas la perte. Bah, derrière, j'ai quand même un frein déjà qui va me stopper. Mais si ce frein ne me stoppe pas, je sais que j'ai d'autres comptes sur lesquels je vais pouvoir revenir le jour d'après, le lendemain. Pourquoi? Parce que j'évite au maximum de lier mes comptes. Ça veut dire que même si j'entre dans un mauvais état d'esprit, je ne vais pas cramer l'entièreté de ce qu'il me fait vivre. Sans compter, je ne compte pas le compte propre, je ne compte pas les investissements, je ne parle vraiment là que de la profit. Donc, la perte de repère, la baisse d'attention, la surconfiance ne permet pas à une reconstruction saine de son état d'esprit. Et c'est là où il faut être costaud, c'est là où il faut être solide. Il faut être capable de se dire, OK, bon, tu viens de faire n'importe quoi, tu n'es plus dans le bon mindset, comment est-ce que tu te relèves? Et ce que beaucoup de gens ne veulent pas entendre, c'est que la meilleure manière de se relever, c'est dans un premier temps de prendre une pause et de documenter ses mauvaises actions. Je vois beaucoup d'élèves me dire, oui, Brice, j'ai un journal de trading, j'ai ci, j'ai ça, mais ça marche que quand ça marche. Tant que ça va bien, tant qu'ils sont en phase d'apprentissage, le journal de trading, ok, il est rempli. Dès que les personnes entrent dans une spirale de perte, le journal, il prend la fenêtre et il l'ouvre plus. C'est comme ceux qui, dans les groupes de partage, tels que le Discord, ils vont partager leur TP, leur TP, leur TP, leur TP, leur TP. Dès qu'ils commencent à enchaîner les stop-loss, on ne les voit plus.
Et c'est là où on voit les plus assidus, les plus résilients. Quand vous voyez qu'une personne partage fréquemment des stop loss, continue de le faire, c'est que cette personne est en capacité de continuer à documenter ses actions. OK? Donc, documenter ses actions, tu notes ce que tu fais quand ça marche et quand tu perds, de telle manière à pouvoir revenir sur ce que tu faisais quand ça marchait et pouvoir le comparer à ce que tu as fait depuis que tu as perdu. Et là, on arrive du coup dans ce qu'on va appeler une boucle de stabilité. Ce moment où tu arrives à t'analyser et à te comprendre tellement que tu sais comment revenir dans ton état de flow, dans ton état de zone. Ce moment où finalement tu reviens à l'essentiel. Tu vas peut-être pendant une période te reconcentrer sur ton modèle personnel si tu fais partie des gens qui ont plusieurs modèles. Si tu as plusieurs modèles, bon bah tu vas pouvoir te dire OK, peut-être que ce modèle, le modèle B, C, D, appelle-le comme tu veux, Starfish, étoile de mer, lune, peu importe. Mon modèle principal, je vais le reprendre, je vais me remettre dessus quelque temps et je reviendrai avec mes nouvelles compétences dans quelque temps. Pourquoi? Parce que on a ce truc où on veut toujours être plus performant. Et en voulant être plus performant, on a tendance à altérer nos plans. On a tendance à vouloir rajouter des informations. Waouh, j'ai rajouté le New Weekly Opening Gap. Maintenant, je vais rajouter le First FVG. Maintenant, je vais avoir le FVG. Il y a le IFVG. J'ai envie de le rajouter. Attention, il y a les macros. Ah bon? Mais je vais prendre la 20-40 ou je vais prendre la 50-10? Ok. Bon, bah non, je vais prendre ni l'une ni l'autre. Je vais prendre la macro de 15 à 30. Ok, tout ça c'est bien, mais à chaque fois qu'on rajoute un élément, eh bien c'est comme si on venait rajouter du poids par-dessus un château de cartes, tout simplement. Parce que votre psychologie, tant que vous ne l'avez pas travaillée, elle n'est pas plus forte qu'un château de cartes. Donc, ce qui permet de créer cette boucle de stabilité, euh, sortir de cette réussite qui peut être parfois piégeuse, qui nous donne une illusion de structure. Encore une fois, avoir une série de gains, ce n'est pas avoir une structure. Eh bien, finalement, c'est cette capacité à avoir un modèle défini, cette capacité à avoir un cadre d'exécution, savoir où est-ce qu'on est le meilleur, dans quel moment de la journée, dans quelles conditions de marché. Si je rajoute mon meilleur moment de la journée avec mes meilleures conditions de marché, avec mon meilleur modèle, à ce moment-là, OK, j'ai un setup A, voire A+. Est-ce que j'ai un moment aussi où je viens décompresser après la fin d'une séance? Et c'est là, ce moment de décompression, que ce soit après la fin d'une séance, après la fin d'une journée, après la fin d'une semaine, que l'on crée ce qu'il y a de plus important dans son trading. C'est un moment de revue fixe. Un moment de revue fixe, c'est un moment où on va venir éplucher ses datas. Je le dis souvent, se lancer dans le trading, c'est comme ouvrir un business. Et c'est pas comme ouvrir un business, c'est ouvrir réellement un business. Le problème, c'est que c'est un business à taille humaine. Donc, on n'a pas tendance à se dire j'ai besoin d'une comptabilité, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Donc, je prends souvent cette image. Si vous deviez ouvrir une boutique de vêtements du type Zara, Uniqlo, H&M, peu importe, est-ce que c'est au moment où vous commencez à faire de l'argent après avoir lutté à attirer vos premiers clients que vous arrêtez de suivre votre comptabilité? Ok, quand c'était dur, c'était logique de se dire, j'ai besoin de faire des économies ici. Attention, recoupe de budget. Attention, les taxes. Mais est-ce que tout d'un coup, parce que vous gagnez beaucoup d'argent, vous arrêtez de suivre ce qui a fait votre succès? Bah non. Il y a toujours, à la fin de la journée, on va sortir son ticket Z. On prend sa machine à carte bleue, on va regarder son rapport de la journée. Son rapport de la journée, on va le mettre dans une pochette. Cette pochette, à la fin du mois, on l'envoie à son comptable. Son comptable analyse ses données. Sauf que là, vous êtes dans le trading. Vous n'avez pas un comptable pour analyser vos propres données. Vous êtes votre propre comptable. Ça veut dire que c'est à vous d'aller éplucher qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi, comment.
et où est-ce qu'on va faire un prévisionnel. Si je continue à ce rythme, peut-être que dans 6 mois, peut-être que dans un an, je vais pouvoir augmenter ma capacité à trader. Peut-être que si je continue de faire des payouts pendant un an, j'aurai assez d'argent pour ouvrir un compte propre assez conséquent pour couvrir mes besoins de vie. Pourquoi pas? En tout cas, ce qu'il faut bien comprendre, c'est la structure que l'on veut avoir dans le trading. C'est pas une règle, c'est pas une suite de règles. C'est vraiment une boucle. C'est un ensemble d'éléments qui va nous permettre d'avoir vraiment cette stabilité dont on a besoin pour réussir dans le trading. D'accord? Donc, c'est la fin du sujet du jour. Donc, s'il y a des questions liées à ce sujet, j'y réponds. Sinon, bah, après, je vais couper l'enregistrement et on va continuer notre conversation qu'on avait avant. Bien, Brice, moi, euh, comme j'ai très intéressant. Moi, je notais toujours mes échecs et mes erreurs. Et comme tu Ouais, le dis, c'est bien d'avoir une comparaison à faire. Se dire à ce moment-là, qu'est-ce qui fonctionnait, qu'est-ce qui ne fonctionne plus maintenant. Et exact. dorénavant, c'est vrai que j'avais noté aussi mes succès. Ben oui, mais tu vois, et des fois, on va juste regarder ses succès sans penser que, ok, on a nos succès, mais nos échecs, on peut apprendre de nos échecs. Il y a beaucoup de gens qui ne voient pas la perte comme une capacité, un moyen d'apprendre. Et ça, c'est un problème. Ouais. C'est vrai que moi, je notais toujours j'essaie de comprendre pourquoi j'avais raté un trade ou pourquoi j'avais été touché mon SL. Et en général, j'essaie toujours de revoir ces moments-là pour essayer de me corriger. Mais c'est vrai que, comme tu dis maintenant, c'est bien aussi de comparer et de se dire, voilà, à ce moment-là, comme tu dis, on était dans le flow. Et, et pourquoi à ce moment-là, ça fonctionnait? Et pourquoi savoir comparer, c'est très important. Ouais, ouais, c'est exactement ça. T'as très bien résumé l'essence de ce qui fait que bah, toi-même, tu as du succès depuis 2 ans maintenant. Même si on en veut toujours plus, mais pour en vouloir toujours plus, bah, finalement, faut être capable de continuer à se structurer mentalement. Tu vois. Exactement. Très, très intéressant. Et bien, du coup, pour conclure, petit mot de la fin avant que je coupe cet enregistrement, pour toutes les personnes qui vont aussi le regarder en replay. Bah, aujourd'hui, je vous ai parlé d'un piège que presque personne ne prépare réellement, c'est celui du succès. On court après le succès sans comprendre que le succès arrive avec son lot de tôle, son lot de poids et de pièges. Et celui qui arrive quand on croit que le plus dur, surtout, il est derrière nous. Alors qu'en fait, le vrai travail, il ne fait que commencer. Ce que je dis souvent, c'est faire son premier payout, être rentable, c'est pas l'arrivée, c'est le début de la compétition. Son premier payout, si je reprends l'exemple de la course à pied, bah, son premier payout, c'est quand tu mets tes chaussures de course et que tu vas sur la ligne de départ. Parce que si tu n'arrives pas à continuer à courir, bah, tu as perdu la course. Donc, un retrait, c'est rien. Un retrait, c'est le début. Donc, la vraie question, maintenant, c'est pas tellement est-ce que je suis capable de réussir? Tout le monde est capable de réussir. Si vous avez déjà fait un payout, vous voulez le prouver. La vraie question maintenant, c'est est-ce que je peux maintenir cette réussite sans m'épuiser, sans douter, sans m'effondrer et surtout dès que ça se complique, est-ce que je vais garder le mental? La réponse, elle va pas venir de la stratégie, elle va venir du mental et elle va surtout venir de votre structure. Ce soir, je vais pas demander de changer tout son trading. Ce que je demande vraiment, c'est de construire ce que j'ai appelé une boucle de stabilité. Qu'est-ce que je traite vraiment? Quelles règles je décide de suivre? Et quand est-ce que je fais le point? Suffit de le faire, mais faut le faire maintenant.